La France se vante d'être une grande puissance agricole. Mais au prix de combien de sacrifices? Dans les exploitations, les faillites se multiplient. Les agriculteurs subissent les ravages de la mondialisation. La colère, voilà. La colère qui gagne, tout simplement, avant de mourir. Face à l'agroalimentaire impose leurs lois. Ces industriels n'ont jamais fait autant de bénéfices. Bon nombre d'éleveurs sont tenus par la peur. La peur d'avoir des pénalités, la peur de plus être collecté. Enfin, aujourd'hui, les moyens de pression, ils sont terribles et énormes. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette France agricole? De Bretagne en Charente, du Jura jusqu'en Provence, cette enquête au long cours dénonce les aberrations de l'agriculture intensive. Le but du système agroalimentaire n'est pas de nourrir la planète, on s'en fout. Le but, c'est de produire des profits, quel que soit le coût pour la planète, quel que soit le coût pour les gens, quel que soit le coût pour la santé publique. L'État peut-il réguler l'agrobusiness quand des traders spéculent sur la nourriture à l'autre bout de la planète? Il y a 10 ou 20 ans, quand on avait 20 centimes de variation, on se disait « Oh mon Dieu, c'est énorme !» Maintenant, ça arrive tous les jours. L'agro-industrie appauvrit tous les aliments. Jusqu'à quel point? Que vont révéler nos analyses? Ben c'est comme l'œuf. L'œuf de la poule, il vous ressort ce que la poule a mangé. Si la poule a été élevée en batterie avec du soja de base, bien shooté, en tous les cas OGM, et du maïs de base, ben elle pond l'œuf qu'elle peut. Il y a une apparence d'œuf, mais ben, il n'y a plus grand-chose dedans. Qui sont les nouveaux maîtres de la terre? Dans une agriculture mondialisée, la France a-t-elle encore toute sa place? Je veux saluer la diversité de notre agriculture, diversité des territoires. C'est une grande chance pour la France. L'agriculture a façonné nos paysages. L'agriculture a donné à la France une partie de son âme. En France, la terre a toujours été un enjeu politique majeur. Depuis 60 ans, les gouvernements pilotent la politique agricole. Ils ont imposé un seul schéma, celui de l'agriculture industrielle. Celle-ci a désormais pris le pouvoir. Une région symbolise cette politique du tout intensif. La Bretagne. C'est la première usine à viande d'Europe. Pourtant, aucune bête à l'horizon. Chaque année, 300 millions de volailles et de cochons sont élevés dans ces entrepôts. Ce modèle est aujourd'hui à bout de souffle, provoquant la colère des Bretons. Les bonnets rouges symbolisent cette révolte. Depuis 2 ans, l'agroalimentaire est en crise. Plus de 1000 salariés ont été licenciés. Les bonnets rouges reprochent au pouvoir public de les avoir abandonnés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oh, ça va être short avec le bonnet sur la tête. C'est chaud. Corinne Nicole est l'un des porte-parole du mouvement. On nous prend l'agroalimentaire, il va nous rester quoi? On va vivre du tourisme ici? Défiler avec des chapeaux bretons et en train de danser la gavotte l'été pour les touristes parisiens, non merci. Hein. Non merci, c'est tout. On a vu la crise du lait, on a vu la crise de l'œuf, on voit la crise du poulet, on a vu la crise du cochon, et il est pas improbable que dans quelque temps ça va être la crise du bœuf. Donc l'agroalimentaire, la Bretagne actuellement réagit parce qu'elle est touchée dans tous ces domaines d'activité que je viens d'évoquer. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dehors. Qu'est-ce qu'on va faire si on en supprime tout ça? L'État compte-t-il laisser mourir le modèle qu'il a lui-même imaginé il y a 50 ans?
En 1961, la Bretagne connaît ses premières révoltes paysannes. Chaque jour aura vu une nouvelle cité bretonne investie par les commandos d'agriculteurs. Que veulent donc ces hommes en colère? Et derrière cette jacquerie se profile tout un problème breton. C'est le problème de la Bretagne déshéritée. À l'époque, la Bretagne est l'une des terres les plus pauvres de France. L'État décide alors de spécialiser la région dans l'élevage industriel sur décision du ministre de l'Agriculture, Edgar Pisani. C'est que la Bretagne doit se considérer comme un immense atelier de production de viande et de lait. Je crois que le développement de la production de viande bovine ne pose aucun problème de marché, car la pénurie est générale dans le monde et très particulièrement grave en Europe. Les Bretons sont alors investis d'une mission, nourrir la France, l'Europe et même le monde. C'est l'avènement de l'ère industrielle. Les paysans se lancent dans une course à la productivité et transforment leurs étables en usines. Aujourd'hui, 60 000 Bretons vivent de l'agroalimentaire. Mais ce secteur est menacé par des concurrents étrangers, l'Europe de l'Est et le Brésil. Pour les bonnets rouges, c'est à l'État français d'intervenir. Ce qui me pousse, c'est parce qu'on n'a aucune perspective et que si on perd notre boulot actuellement, eh ben on n'a plus qu'à partir et quitter notre Bretagne qu'on aime. Voilà. Corinne Nicole se bat aussi pour sauver son propre travail. Tilly Sapco, l'abattoir qui l'emploie, est au bord du dépôt de bilan. La fin d'une époque. Il y a 30 ans, Tilly était l'un des leaders du poulet industriel. Soutenue par l'État, l'entreprise ne nourrissait pourtant ni les Bretons, ni les Français. Regardez l'exemple du poulet breton, qui sans les plumes, vogue à toutes jambes vers le Proche-Orient. Dans le Finistère, 3 sociétés d'abattage de volailles, les sociétés Doux, Tilly et Bernard, assurent à elles 3 95% de l'exportation française de poulet. Après le choc pétrolier de 1973, ces abattoirs sont mandatés pour fournir du poulet aux pays arabes. Du poulet pour compenser les achats de pétrole. Une décision prise sous la présidence de Giscard d'Estaing. Depuis, Tilly Sapco subit la concurrence des pays étrangers qui produisent de la volaille encore moins chère. L'entreprise est au bord de l'asphyxie car l'usine n'a pas prévu de reconversion. Elle continue de produire des poulets entiers congelés pour les expédier vers un unique marché, celui du Proche-Orient. Ces volailles ne sont pas adaptées au marché français. Elles sont abattues plus jeunes et sont calibrées pour l'exportation vers les pays arabes. Pour des problèmes de pouvoir d'achat, ils préfèrent acheter des petits calibres par rapport aux gros. Ça, c'est des petits poulets par rapport au marché français. Donc la moyenne de... On abat le poulet pour le Moyen-Orient à 1,4 kg vivant. La moyenne en France, c'est plus près de 2 kg. Pour ces poulets sur mesure, l'Europe avait créé des subventions elles aussi sur mesure. Les abattoirs bretons touchaient une aide spéciale export. 2,8 milliards d'euros en 30 ans. Grâce à ce pactole, ils étaient devenus compétitifs au Moyen-Orient. Mais sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce, les subventions ont été stoppées net en 2013. Nos clients demandent notre poulet. Nous avons capacité à faire travailler, à commercialiser. Aujourd'hui, économiquement, ce n'est plus viable. Donc pour éviter d'exploser prématurément, nous avons réduit à minima l'activité de l'abattoir pour diminuer à minima les pertes. Le temps de travailler avec l'ensemble de la filière à restaurer un modèle économique viable. On a maintenu longtemps en activité des ateliers de volailles en Bretagne parce que l'exportateur bénéficiait d'une subvention à l'export. Et là, on découvre ce que nous savions déjà depuis une bonne vingtaine d'années, que ces filières n'étaient pas compétitives, ne pouvaient pas être compétitives. La suppression des aides avait été annoncée en 2005. En 9 ans, de nombreux rapports ont sonné l'alarme.
Là, j'ai un rapport qui est récent, qui date de mars 2014 de l'Inspection Générale des Finances. Et il se montre assez sévère avec votre entreprise. J'ai parfaitement conscience, et c'est pas moi qui vous dirais le contraire, que ce dispositif était menacé. On a le sentiment que pour eux, il aurait fallu anticiper et arrêter de travailler sur ce modèle lié aux restitutions. Là, c'est extraordinaire. Ce mot anticiper rend celui qui l'exprime très intelligent. Vous auriez dû anticiper. Je me lave les mains. Mais il y a une réalité du marché. C'est pas des mots, quoi. Moi, je fais pas de la politique, je gère. Il faut que je trouve des vraies solutions, avec des vrais espaces de marge qui vont permettre de payer tous les gens qui travaillent autour de moi. Si anticiper, c'est fermer les entreprises, je suis fier de pas avoir anticipé, quoi. Si Tilly Sapco met la clé sous la porte, 1000 emplois seront supprimés dans le secteur. Un désastre social. Dans cette partie reculée du Finistère, l'abattoir est le seul employeur des environs. Parmi les salariés menacés, Corinne Nicole et ses 14 ans d'ancienneté. Alors, ça fait un bail qu'on s'avait vu. Hein? Ça fait un bail qu'on s'était vu. Ouais, on se voit plus beaucoup. Hein? Ça va? Ouais. Moral un peu moins, mais bon. Tiens un coup. Keno. Salut. Lorsqu'elle fait la tournée des élevages pour récupérer la volaille vivante, Corinne est confrontée à la même inquiétude. Depuis que l'abattoir, leur unique client, tourne au ralenti, ces éleveurs ont du mal à boucler leur fin de mois. Vous êtes inquiet de la situation aujourd'hui pour vous? Un petit peu quand même. C'est mon seul revenu, donc... Vous ne faites que du poulet en fait? Ah oui. Forcément, je suis un peu inquiet, ça c'est sûr. Si Sapco ferme, ça a quoi comme conséquence pour vous? Je ferme. C'est tout. Qu'est-ce que je dis d'autre? Tu vas faire quoi après? Comme nous quoi? Non, même pas. Non, je peux même pas pointer au chômage. J'ai pas le droit. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup sur l'exercice 2014 qui risquent de déposer le bilan. Moi, j'en ai encore vu un il y a 3 mois qui m'a dit, qui m'a montré l'accord pour se pendre. Hein. Mais quand on voit cette détresse-là, comment voulez-vous ne pas avoir la hargne quand vous allez rencontrer nos élus politiques et leur expliquer la situation dans laquelle on est, quoi. C'était pas du cinéma qui me faisait ce monsieur, hein. Certainement pas. Hein. Pas à 3 heures du matin, quoi. Hein. Ces dernières années, les élevages bretons ont pourtant tout fait pour rester compétitifs sur le marché mondial. Ils se sont endettés pour s'équiper de ces immenses poulaillers modernes, 2 fois plus grands qu'il y a 30 ans. Cet éleveur industriel travaille pour Doux, l'autre abattoir spécialisé dans l'export de poulets. L'entreprise lui a livré 56 000 poussins et clos le matin même. Sa mission, les engraisser en 31 jours pour atteindre les 1,4 kg exigés par les pays du Golfe. Vous voyez comment ils sont beaux? Ils ne demandent qu'une chose, la liberté. Petit deviendra gros. Cette race de poussins s'appelle la vedette, une souche à croissance très rapide utilisée pour l'export. Et comme quoi ils sont intelligents, avec le bruit, ils arrivent tout de suite. C'est petit, c'est mignon, et puis ça y est, on commence à manger, et puis on va commencer à boire. Et après, on va se reposer. C'est comme un nourrisson. C'est la même chose. La lumière reste allumée pour que les poussins se nourrissent 24 heures sur 24. Pour les éleveurs adeptes de l'intensif, cette production de masse est le seul modèle valable. À l'autre bout du monde, il y a la population qui a faim. Donc il faut nourrir ces personnes-là. Nous, on a choisi l'export parce que l'usine est à côté. Il y en a qui font du bio, mais du bio, c'est que du bricolage. Ici, c'est tout un pays qui demande tant de tonnes
par jour et par mois, c'est une usine, et puis c'est tout. Les poussins prennent 40 grammes par jour. Un mois plus tard, ils sont prêts à être abattus. Pour grossir plus vite, ces gallinacés sont nourris au maïs et au soja. Tout le talent de l'éleveur est de leur faire consommer le moins d'aliments possible. C'est ainsi que son poulet devient rentable. Ils ont consommé 65 tonnes d'aliments. Le but, c'est de faire 38 tonnes de viande. Et si par exemple, finalement, ils vont manger 100 grammes ou 200 grammes de plus d'aliments? Ah, c'est trop. C'est trop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut éviter un indice trop élevé. Pourquoi? Sinon, notre rémunération, c'est comme une courbe, elle descend aussi. Plus l'indice sera faible, plus notre gain financier sera élevé. Malgré ces efforts de productivité, à la sortie du poulailler, le poulet breton coûte pourtant 15 à 30% de plus que ses concurrents brésiliens ou polonais. Ce qu'on appelle poulet n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait au poulet autrefois. Un poulet maintenant de 37 jours, c'est pas autre chose que du maïs, du soja, des antibiotiques avec des plumes. Cette idée de dire je fais un poulet spécial qui a aucun goût, spécial pays arabe, que je vends surgelé avec une matière première, une seule, pour vendre à un seul pays, ça aura duré quelques dizaines d'années. C'est bien, enfin maintenant c'est terminé. D'où, l'autre abattoir qui exporte vers le Moyen-Orient a connu lui aussi une crise de son modèle. En 2013, pour rester compétitif, il a licencié un tiers de ses effectifs. Quel est l'avenir de la filière bretonne sans les subventions européennes? La perte du marché du Moyen-Orient peut entraîner la mort de plus de 1000 poulaillers industriels. Les pouvoirs publics vont-ils réagir? À Rennes, en septembre 2014, s'est tenu le SPACE, le plus grand salon professionnel de l'élevage. L'agroalimentaire est en crise et le ministre Stéphane Le Foll est venu marteler un message. Le salut de la Bretagne agricole passe toujours par l'export. Rien n'a donc changé depuis 40 ans. On parle de l'Asie, il faut être en Asie. Mais l'Afrique et le bassin méditerranéen restent un enjeu spécifique. C'est un lieu où nous devons être présents, où la présence de la France est d'ailleurs souhaitée, demandée. La remise en cause du modèle intensif breton n'est toujours pas à l'ordre du jour. On a une filière qui est en train de disparaître. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de la préserver? Je vais vous dire une chose très claire. Vous avez dit qu'il y a une filière qui est en train de disparaître? Non, cette filière ne disparaît pas. Bientôt, TILISAPCO va déposer le bilan. Oui, mais vous avez dit qu'il y a une filière qui est en train de disparaître. Je reprends vos termes. Le ministre de l'Agriculture dit non. Il y a une filière export de volaille qui va être maintenue. Voilà la réalité. Donc vous ne dites pas que cette filière est appelée à disparaître. Au contraire, elle est appelée à renaître. Économiquement, vous pensez qu'elle est viable? Économiquement, sans restitution, et je tiens à faire passer une... Qu'elle est viable. On peut concurrencer. 2 semaines après les affirmations du ministre, retour à la réalité. L'abattoir TILISAPCO est à l'arrêt. Le tribunal de commerce de Brest, qui prononce la liquidation judiciaire à l'égard de la société TILISAPCO SAS, prononce la résolution du plan de la société TILISAPCO. La justice a accordé 2 mois à l'entreprise pour trouver un repreneur. On sait que ça va être encore une fois une période assez difficile. Hein. Vous êtes courageux, très courageux. Vous avez su montrer que jusque maintenant, vous aviez une détermination à vouloir garder votre travail. Et vous avez surtout montré que vous étiez unitaire. C'est peut-être de la fierté ou de l'ego, mais on a la tête haute. Et puis on se dit qu'on essaye de mettre en place tout ce qui est possible de faire. Voilà. Merci à vous. Je suis d'autant plus amer, c'est que ça n'aurait jamais dû se passer dans ces circonstances-là. On pouvait admettre une évolution de la politique agricole commune sans que ça se fasse avec cette brutalité. Il y a 15 jours, M. Le Foll disait que la filière poulet à l'export est en train de renaître. Je pense que c'est un plan c'est pas autre chose, pour pouvoir dire ou que les médias puissent dire c'est pas nous politiques qui sommes fautifs, c'est Sauvaget, TILISAPCO qui sont mauvais. Voilà comment M. Le Foll se lave les mains, quoi. Pendant ce temps-là, les emplois se perdent, la France perd sa capacité de production, c'est dramatique, quoi.
Fin 2014, un groupe anglais a racheté l'abattoir Tilly et a licencié 40% des salariés. Il y a plus absurde encore dans ce monde agricole où le libéralisme fait loi. Pendant que 500 000 tonnes de poulets français sont expédiées chaque année à l'étranger, autant de tonnes de volailles entrent en France dans la plus grande opacité. Poulets, mais aussi bœuf, porc et moutons. Cette viande se cache notamment dans les plats cuisinés vendus en supermarché. En 2013, un scandale avait révélé l'ampleur de ces importations. Du cheval dans les lasagnes de bœuf. Il s'agit de lasagnes, de moussaka, de hachis, de cannelloni ou encore de spaghetti bolognaise. La société française a acheté la viande en Roumanie. Les plats, eux, étaient préparés au Luxembourg. Pour trouver la viande la moins chère, les industriels qui fabriquent ces plats font leurs courses dans le monde entier. Quand on achète des lasagnes prêtes en 3 minutes à 1,50 € ou 2 € pièce, qui va croire que c'est bio, local, équitable, de la bonne viande, etc. On achète le marché mondial, le trader fou à Chypre, et puis la malhonnêteté qui fait que tiens, je vais retirer l'étiquette bœuf et je vais mettre l'étiquette cheval. Bon, c'est ça qu'on achète. En région parisienne, c'est au SIAL, le Salon international de l'alimentation, que les stocks de viande se marchandent à l'échelle planétaire, comme des barils de pétrole. Mandatés par des industriels de l'agroalimentaire, des négociants font ici leur marché auprès des pays producteurs les moins chers. Autour de cette table, 2 traders face à un vendeur de porc polonais. J'achète de la viande polonaise et je l'envoie au Canada. Il achète de la viande polonaise et il l'envoie au Pérou. Et lui, il vend de la viande polonaise partout dans le monde. En France, nous découvrons que la viande que nous mangeons peut venir de partout dans le monde. Oui, c'est vrai, de partout. Personne ne le sait. Les gens pensent qu'ils mangent du porc français alors qu'il peut venir de Pologne ou du Brésil. Si les gens peuvent vivre tous ensemble, pourquoi on ne pourrait pas manger du porc qui vient du monde entier ? Les traders français qui importent de la viande se montrent beaucoup plus discrets. Bonjour. Comme cette société bretonne basée dans le Morbihan. Vous dérangez. Je suis journaliste pour France 3. On prend pas de journaliste. Ah, vous prenez pas de journaliste, pourquoi ? C'est un choix ? Pas communiquer. C'est dommage parce que c'est une activité que vous faites et qui n'est pas du tout connue. Et donc un peu d'explication, c'est pas mal aussi. Non, mais on est bien comme ça. Dans la discrétion, dans notre petit coin. Bah, d'accord, alors. Ce négociant renvoie la balle à l'un de ses concurrents. Des Bretons qui font aussi du négoce comme vous ? Oui. Comment il s'appelle ? Une entreprise, elle aussi bretonne, localisée à Rennes. Fouiller, d'accord. Eh ben, je vais fouiller alors. Merci beaucoup. Au revoir. On n'est pas des gens qui vont communiquer, je vous dis des choses comme avec des médias. Parce qu'on a des métiers qui sont... on est vivants cachés, donc je préfère pas donner suite si vous voulez. La plupart de ces traders sont situés en Bretagne. Difficile pour eux d'assumer la mise en concurrence des éleveurs de leur région avec ceux du Brésil, de Pologne ou de Roumanie. Pourtant, la réalité est bien là. Sur le créneau de la viande bas de gamme, la bataille de la compétitivité est perdue pour la France. Le seul moyen pour les agriculteurs de résister à la compétitivité débridée, c'est de miser sur la qualité. Un modèle rentable imaginé par certains éleveurs. Au milieu de ces forêts de pins, chacune de ces cabanes abrite pour la nuit 500 poulets fermiers, 50 fois moins que dans les élevages industriels. Ce mode de production est à l'opposé du modèle intensif breton. Au petit matin, les poulets jaunes des Landes retrouvent la liberté.
Ces volailles vivent en plein air et s'ébattent où bon leur semble. Autour des cabanes, ni grillage, ni clôture. Cette nuit, regardez les traces là, là, vous voyez les petites traces rondes là. C'est des renards qui sont venus au garde-manger et qui ont essayé, comme le sable est très meuble, qui ont essayé de creuser sous le bâtiment, comme c'est pas bétonné, il n'y a pas de dalle, il n'y a rien, pour essayer d'attraper des poulets. Ils y arrivent parfois à attraper des poulets? Malheureusement, oui, parce que là, le coup classique, c'est qu'ils font un trou, les poulets sortent, et puis sitôt qu'il est dehors, clac, ils le croquent. Et c'est le premier fléau de ce type d'élevage, malheureusement. Le renard. Le renard. Les poulets sont élevés pendant au moins 81 jours, 2 fois plus qu'un poulet standard. Ils sont également 2 fois plus nourris. C'est la recette pour une viande de qualité. Le coup nu, là, c'est une souche à croissance lente. Donc, vous ne pouvez pas faire des rendements extraordinaires. Voilà. Après, ils mangent 85% de maïs dans leur vie. Comme ils sont en pleine liberté, ils se dépensent. Et voilà. Et donc, ils consomment des calories en se dépensant. Vous allez en voir là sur les branches qui courent et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, ils picorent de l'herbe, et, ils vont attraper des insectes. Il y a 1%, j'ai envie de dire, ou quelque chose de ce style d'alimentation qu'on ne maîtrise pas. En 1965, les éleveurs landais ont créé le premier label rouge de France. Parmi ses pionniers, Gérard. Bonjour, monsieur Jojo. Tu vas bien? Le père de Jean-Luc Cap. Bonjour. Et Georges Berbille, l'inventeur des cabanes transportables. Là. Dans les années 50, leur famille vivait difficilement de la récolte de la résine de pin. Non, mais c'est fermé, c'est normal. Attends. Et bien, regarde, t'as des ailes encore, hein? Oh putain, oui, en effet. Et là, il y en a là-bas aussi. Ah oui. Remarque, ils donneraient de la résine, ceux-là, hein, encore. Si on les gémait aujourd'hui. Ils se lancent alors dans le poulet de qualité. Une hérésie à cette époque où produire moins cher était déjà un slogan. En 55, on a fait nos premiers 500 poulets. J'étais assez bon en calcul. J'ai les recettes et les dépenses. J'ai vu que ça valait le coup. Puis c'est parti par là, quoi. Mais c'est un pari fou à l'époque, utopique aux yeux de beaucoup. Et puis un pari. Mais c'est la sanction si ça réussit, c'est la sanction des consommateurs, quand même. C'est que quelque part, malgré que le produit soit beaucoup plus cher, le consommateur, il y a trouvé son compte, quand même. Aujourd'hui, 60% des poulets entiers consommés en France sont des labels rouges. Ces labels garantissent un avenir aux éleveurs de volailles français. Ça ne marchera que si les consommateurs disent « je veux du bon, je le paye ». Mais en 1960, quand on recevait son salaire, le quart de son salaire, c'était pour manger. Maintenant, un gros dixième. Il faut avoir le courage de dire, dans ce pays, on ne dépense pas assez pour bien se nourrir et être en bonne santé. Doit-on payer les aliments toujours moins chers, notamment les produits essentiels, comme le lait? Depuis 60 ans, l'État incite les Français à en boire toujours plus. À partir de 1954, un verre de lait est distribué tous les matins dans les écoles. Cette décision du président du Conseil Pierre Mendès France marquera les esprits. Dans les cabarets, le tout Paris se prête même au jeu. La boisson devient très glamour. Grâce à cette propagande, la France s'impose comme le deuxième producteur européen. À partir des années 80, les industriels de l'agroalimentaire font main basse sur le marché du lait. Ils rachètent une par une les centaines de petites coopératives laitières. Ces groupes investissent alors dans des outils industriels de plus en plus imposants. Grâce à la concentration du marché, ils deviennent les nouveaux maîtres du lait. Ce business du lait est aujourd'hui contrôlé par 5 géants de l'industrie. Ces multinationales aux chiffres d'affaires colossaux détiennent les 3/4 du marché. Ce quasi-monopole
leur permet de dicter leurs lois et d'imposer le prix du lait aux éleveurs. Sous la coupe des industriels, les producteurs laitiers sont devenus les parents pauvres de ce marché florissant. La Charente est l'un des départements les plus ravagés par l'industrie laitière. Un tiers des éleveurs vit désormais des aides de l'État. Pascal est l'un de ces éleveurs en difficulté. Il possède 90 vaches, c'est la taille moyenne d'une ferme laitière française. Quand vous vous levez comme ça, tôt le matin, vous ressentez quoi dans votre métier? Oh ben, je sais que je vais retrouver mes bêtes. Et puis, de toute façon, on n'a pas trop le choix non plus, quoi. Ben, si on se lève pas, on peut pas faire grève, nous. C'est pas les autres qui viendront faire notre travail à notre place. Et puis, si on oublie de se lever un matin, qu'on ne veut pas travailler pendant 2 jours, c'est la fin de l'exploitation, quoi. Allez, toi, tu restes là. Allez. Allez. Avancez. Comme beaucoup d'éleveurs laitiers, Pascal et sa femme ne parviennent pas à vivre de la vente de leur lait. Depuis 8 ans, le couple subsiste grâce à l'aide sociale. L'État a créé un RSA de 500 € par mois pour lutter contre la pauvreté croissante des agriculteurs. À l'heure de travail, on est peut-être à 1,50 € net. Comment c'est possible? Il y a 25 ans, le SMIC, il était à combien? La baguette de pain aussi. La différence, c'est que tout a augmenté par le prix du lait, quoi. À 1,50 €, on a l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Ouais, mais c'est un peu ça. Là, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on n'a pas le temps pour le dépenser, donc... À ses débuts, Pascal est parti de rien. Il a dû emprunter 500 000 € pour financer la salle de traite et les tables. Au-delà des dettes, le point noir de son activité, c'est le tarif imposé par l'industriel qui lui achète le lait. Ce prix ne couvre pas les frais de production. Oui, vous voyez, ça y est, je suis en train de faire le point là, pour voir ce que ça donne au niveau des chiffres. Et alors, c'est bon, moins bon? J'ai essayé de préparer. Déjà, quand on regarde le prix du lait, par rapport à 2011 et 2012, on est passé de 328 € les 1000 litres de lait à 303. Forcément, on perd de l'argent. L'année dernière, on a fait une perte de 22 000 €. Oui. Par rapport aux chiffres. Pourquoi vous dites pas l'industriel, mon lait, je vais te le vendre 400 € les 1000 litres et pas... Ouais, puis il va nous dire, en Roumanie, on peut l'avoir moins cher. Oui, c'est pas les mêmes normes. En plus, c'est pas les mêmes normes là-bas, et comme ils s'en foutent, ils iront le chercher en Roumanie ou ailleurs. Vous n'avez pas le choix, en fait? Pas trop. Il a en face de lui des entreprises laitières qui sont plutôt en position d'oligopole, sinon même, en proximité, en position de monopole. Et du coup, essaye d'imposer aux éleveurs le prix le plus bas possible, avec toujours cette idée, je vous menace sinon de me délocaliser ultérieurement ailleurs, donc c'est ça ou rien. En Charente, toutes les petites coopératives laitières ont fermé. Le couple d'éleveurs ne peut vendre son lait qu'à un seul industriel. Tous les 3 jours, la collecte a lieu. À chaque fois, l'éleveur joue sa paye. La laiterie industrielle fixe les règles. Elle impose des critères de qualité qui font varier le cours du lait. Pascal peut ainsi perdre jusqu'à 30% de ses revenus. On appelle cela des pénalités. Lorsque le lait est prélevé, il est analysé. Ces tests déterminent son prix. C'est celui qui achète qui décide du prix, chez nous.
Et pourquoi? C'est pas comme quand on vend une voiture, qu'on achète une voiture ou non, ça n'a rien à voir. Et pourquoi c'est celui qui achète qui décide de payer? Normalement, c'est celui qui vend qui décide. Ça a toujours été fait comme ça et malheureusement, ça restera toujours comme ça. Voici les paramètres imposés par l'industrie. Plus le lait est riche en matières grasses et en protéines, plus son tarif augmente, ce qui est logique. Mais il y a un critère qui fait baisser le prix, le nombre de cellules somatiques. Lors d'une inflammation de la mamelle, la vache produit des défenses immunitaires. Ce sont les cellules. Boire du lait chargé en cellules n'a pas le moindre impact sur la santé humaine. Alors, pourquoi l'éleveur est-il pénalisé? Pour moi, c'est pas justifié. C'est une façon de payer un peu moins cher. Ça vous coûte cher? Ah bah oui, c'est au moins 5 000 € par an de perte. C'est quasiment le montant annuel de son RSA. Pourquoi l'industrie laitière impose-t-elle aux éleveurs ce critère sans conséquence sur la santé? Pour comprendre, il faut suivre le circuit du camion de collecte. À 40 km, il arrive dans la laiterie dont dépend Pascal Dagneau. Cette grande usine de la marque Elevire. Elle appartient au groupe Bongrain, l'un des leaders mondiaux de l'industrie laitière. Dans les bureaux de la direction, nous interrogeons le responsable de fabrication sur les critères d'analyse du lait. Première surprise, celui sur les cellules n'est pas pris en compte. Quand vous achetez, vous, du lait, vous analysez bien les cellules, non? Non, nous on se base sur la matière grasse et la matière protéique. D'accord. C'est tout, quoi. Après le reste... Ça vous intéresse pas? Pour moi, non, pour l'instant, on ne fait que ça. Et puis les antibiotiques. D'accord. Vous, quel que soit le taux de cellules, ça vous intéresse pas? Je ne regarde pas, moi. Ah, vous le regardez pas? Non. Le groupe Bongrain, propriétaire de la marque, n'a pas souhaité répondre à cette question. C'est finalement le lobby des produits laitiers qui s'en charge, le CNIEL, qui représente notamment les industriels du lait. Le rendez-vous est organisé en Picardie, dans l'un des 16 laboratoires qui analysent la qualité du lait en France. Pour le directeur du CNIEL, ces pénalités sur les cellules seraient faites uniquement pour le bien des éleveurs. Elle n'a pas d'impact sur la qualité du lait. Elle n'a pas d'impact sur la qualité du lait. Mais pourquoi payer moins le producteur à partir du moment où il a des cellules importantes? Oui. Pourquoi la pénalité alors? C'est pas une pénalité, c'est une incitation. Les cellules, c'est pour lui dire, nous t'encourageons à avoir des pratiques d'élevage qui soient les meilleures possibles. Mais ça lui coûte cher quand même. Hein. Non. Et la question des cellules, c'est epsilon dans le revenu du producteur de lait. Comment c'est pas ce qu'ils disent? Les producteurs disent que... Oui, effectivement, il y a bien évidemment des producteurs qui ont du mal de vivre avec ça. Ça, c'est exact. Il faut peut-être qu'ils se posent la question de savoir si leur avenir est de faire du lait. Selon nos calculs, cette pénalité rapporterait 140 millions d'euros par an à l'industrie laitière. Pourquoi les éleveurs ne s'insurgent pas contre cette mainmise des industriels? À Angers, Paul de Montvallon est à la tête d'une association qui tente de résister à l'industrie. En vain. Pourquoi les éleveurs ne font pas tous un mouvement de contestation Parce qu'ils sont sous la pression de la laiterie, c'est tout. Hein. Et que la laiterie a des moyens de pression terribles, hein. C'est eux qui font nos pays de lait. Hein. L'industrie, l'industriel. L'industriel, c'est lui qui fait notre paye, c'est lui qui ramasse le lait, c'est lui qui fait les analyses. Donc, les gens, ils ont la trouille, c'est tout. Hein. Aujourd'hui, on tient les bon nombre d'éleveurs sont tenus par la peur. Hein. Les agriculteurs, ils n'ont pas cru qu'ils seraient dépossédés du processus de production et de commercialisation. Je pense qu'ils sont... Ils pensaient qu'ils restaient maîtres, quoi. Le terme que j'utilise, c'est le terme qui va faire bondir, évidemment, c'est le terme de technoserf. C'est-à-dire de serf,
Ils sont réduits pratiquement en servage, si vous voulez, puisqu'ils sont complètement dépendants des gens qui vont leur acheter leurs produits. Et donc, en effet, le terme technoserf, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent une technique particulière, mais serfs dans la mesure où ils sont complètement pieds et poings liés par le système agro-industriel lui-même, par les grandes entreprises du système agro-industriel lui-même. Le sentiment d'impuissance face aux industriels est l'une des causes de la détresse du monde agricole. Pascal et Françoise Dagneau souffrent de leur travail. Ils se sentent pris au piège. Chaque jour, ils doivent produire plus de 2000 litres de lait pour rembourser leurs dettes. Leur cadence de travail est donc infernale. Faute d'argent, leur matériel est vieillissant. Allô Philippe? Salut, c'est Pascal. Est-ce que tu pourrais me prêter ton tracteur et ta fourche? Parce que j'ai un gros souci avec le mien. Je viens de perdre une roue devant. Je viens de perdre une roue devant. Pas perdu complètement, mais c'est cassé. Ouais, merde, ouais. Pascal passera des heures sur cette réparation. C'est en s'acharnant sur une machine cassée qu'il a fini par craquer. Les cachets de monsieur. C'est caché pourquoi? C'est caché par rapport à quand il a été malade, quand il a fait sa dépression. Enfin, ses dépressions, donc il est toujours sous traitement. Depuis 3 ans passés. Donc il a un traitement et un suivi régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé fin 2007? Par rapport à tous les problèmes qu'on a eus sur l'exploitation, que ce soit financier ou désordre au niveau de tout ce qui est matériel, il a fait une tentative de suicide fin 2007. Donc il a été hospitalisé pendant 10 jours. Et après, il a eu 2 ou 3 autres périodes, les années d'après, où ça a recommencé, quoi. Parce que ça a commencé quand on a eu le matériel qui était toujours en panne, ça marchait pas, donc c'était 7h, 4h du matin, à essayer de le faire marcher, puis au bout d'un moment, ça disjoncte. Pas le matériel, moi. Ça vous a rendu fou au sens propre, pas dans le sens... Fou, non, c'est pas... Bah, si, ça te monte à la tête, quoi. On dit que quelqu'un qui fait de la dépression, il est fou. Non, il est pas fou, c'est qu'il est malade. C'est malheureux à dire, mais vaut mieux se casser les 2 jambes et les 2 bras, ça guérit, qu'une dépression, ça guérit pas toujours bien. C'est évident que des agriculteurs qui se retrouvent au RMI, au RSA maintenant, parce que ça existe, c'est quand même des situations très difficiles dans la mesure où elles interpellent quelque chose de l'identité profonde de l'agriculteur qui est d'être maître chez lui, indépendant. Ils sont à ce moment-là renvoyés à des interrogations existentielles. Enfin, je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là? Face au désespoir des éleveurs, le département de la Charente a décidé de se battre. En 2012, une cellule de crise unique en France a été créée pour contenir l'hécatombe qui frappe les élevages. À la Chambre d'agriculture d'Angoulême, les membres de cette cellule se réunissent une fois par mois. Autour de la table, agriculteurs, représentants du Conseil général, associations, services sociaux et même des banquiers. Donc bonjour à tous, encore une fois merci d'être venus à cette cellule de crise. Comme à chaque fois, il y a de plus en plus des dossiers de plus en plus nombreux. Les quelques centimes que les éleveurs sont en train de perdre, ils vont commencer à manquer. Le lait, tassement aussi, dérégulation à partir de mars prochain, et là je crains le pire pour le département. Tous tentent de sauver de la faillite 130 élevages laitiers, près de la moitié des exploitations du département. Quand on est arrivé là, tout le monde peut s'en rappeler, on a eu 3 élevages, Monsieur Garot en est le témoin privilégié, qui laissaient mourir leurs animaux. Donc quand on arrive là, c'est le bout du bout, quoi.
L'élevage, c'est aussi une économie pour le département, un département rural. Donc forcément, c'est de l'emploi. Il faut absolument sauver les éleveurs de notre département, parce que sinon, on va au-devant de grosses difficultés, oui. Même nous, ça nous étonne qu'on laisse faire autant de dégâts que ça, quoi. Parce que ça se traduit par des suicides, malheureusement. On oublie de le dire, mais c'est un suicide tous les 2 jours. Tous les 2 jours, un suicide en France. Donc c'est quand même grave. Achat d'aliments en urgence pour le bétail, aide vétérinaire, rééchelonnement des dettes ou encore financement de vacances. Chaque cas est étudié à la loupe, y compris dans ses aspects les plus intimes. Les dossiers resteront confidentiels. Le monde paysan est un monde fier et pudique. Et voilà, venir déjà faire ce premier pas vers ici, comme je vous dis, s'il n'y a pas des gens à qui ils avaient confiance au départ à la base, il n'y aurait pas d'agriculteur qui serait là. C'est surtout le regard du voisin qui pèsera sur ces gens-là. Donc voilà le pourquoi. Après 2 ans de travail, le bilan de la cellule est bien maigre. Sur 130 élevages, seuls 14 ont été tirés d'affaire. En France, 1/3 des exploitations a disparu en 30 ans. Sous le poids de l'industrie se dessine petit à petit une agriculture sans agriculteurs. Il existe une région où les éleveurs sont restés soudés face aux géants de l'agroalimentaire. La Franche-Comté. Grâce à un modèle fondé sur la solidarité, le lait est ici le mieux payé de France. Sur ces hauts plateaux, les élevages ont échappé aux diktats du capitalisme. Dans le Jura, le rituel du matin est surprenant. Pour traire ses vaches, l'éleveur doit d'abord les trouver. Là, j'ai cherché les vaches parce qu'elles ont pâturé toute cette nuit autour du bâtiment. Il y a 45 hectares pour le troupeau, là, pour le printemps. Et puis, le matin, première chose, on va aller chercher. Viens, viens. On va les appeler, ça va être plus simple. Allez, viens. Allez, là. Je suis content de dire que je suis producteur à compter parce que il y a toute une image qui va avec. Le pâturage, des petites montagnes. Et ça, c'est ce qu'on vit tous les jours, quoi. C'est pas de la fausse pub. Allez! La force du comté, c'est d'abord ses vaches rustiques. Faut pas avoir peur, là. Allez! La Montbéliarde, une race de terroir qui a échappé à la sélection génétique à outrance. Producteur de fromage de père en fils depuis des générations, Patrick ne prend que le meilleur de la modernité. Le fait de déjà toucher la mamelle, de sentir comment la vache va réagir, on a déjà à l'esprit comment est la vache. Si elle est sensible, si elle n'y est pas, si la mamelle est chaude ou pas. Ces choses-là, c'est mon papa qui me les a appris, qui me les a fait ressentir. Et puis c'est ce qu'on transmet quand on a des stagiaires, quand on a des gens qui viennent nous aider. C'est des choses qu'on ne souhaite pas perdre parce que la qualité en fait, du lait passe déjà par là, par le contact avec les animaux et puis le ressenti lors de la traite. Dans cette exploitation, ils sont 4 pour s'occuper de seulement 80 vaches. Un luxe. Cette répartition des tâches leur laisse du temps libre hors de la ferme. Après la traite, Patrick se rend tout près de là, dans sa fromagerie. Comme la majorité des éleveurs du secteur, il garde la maîtrise de la transformation de son lait, un atout capital pour assurer sa rentabilité. Le comté est une appellation d'origine qui répond à un cahier des charges très précis. Avec seulement 680 tonnes par an, la fruitière de Patrick Dubault garde une taille artisanale.
Si notre lait partait dans une autre industrie, on n'aurait pas des petits ateliers comme ça, hein, parce qu'il y a des productions qui sont en France où ils font 50 000 tonnes de fromage dans un seul atelier. Et ça, on n'en veut pas, on veut garder une typicité, on veut garder des hommes qui font leurs produits, un savoir-faire. Quand on voit le fromager qui met la main dans la cuve, c'est pas des robots qui font ça. 80% du comté est produit dans de petites fromageries de cette dimension. Dans le Jura, chaque village a sa fruitière. Ces 150 ateliers permettent de maintenir l'emploi sur tout le territoire. La plupart sont des coopératives qui appartiennent encore aux agriculteurs. Il y a plein de petits leviers À Vernier-Fontaine, Patrick préside le conseil d'administration de sa coopérative. Améliorer encore plus notre rentabilité. Autour de la table, des éleveurs et rien que des éleveurs. Ils discutent sur un pied d'égalité du partage des bénéfices de la vente du lait. On choisira de le payer moins cher. On n'avait pas reparlé, le dernier coup, de quelle répartition on garde pour la fromagerie et puis quelle répartition on redonne aux producteurs. Aujourd'hui, moi, je ne sens pas le besoin en trésorerie de augmenter le point. Donc, ce qui permet en fait de continuer à payer les producteurs sur la même base, quoi. On aurait eu peur que tu nous augmentes le pourcentage, c'est tout. Oui, non, mais après, c'est pas la peine. Ça peut arriver, hein, s'il y a besoin, il y a besoin. Mais... ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc, voilà. L'avantage en faisant comme ça, c'est que... Pas de directeur non plus. Pas de directeur non plus. Oui, ouais. Cette répartition équitable permet à ces éleveurs de se payer 30% de plus que le reste des producteurs laitiers français. On est dans une période, on pourrait dire faste, quoi. Voilà, au niveau financier, quoi. Je pense que la force du système économique qu'on a, c'est qu'il y a de la transparence à tout niveau et puis un respect de chaque personne dans la filière. Donc, on parlait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer ici. On est les propres propriétaires de nos ateliers. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent qui parte à droite à gauche. Tout l'argent peut être redistribué aux producteurs ou investi dans l'atelier. Je pense aussi qu'au niveau du climat, on est quand même, on va pas dire en montagne, mais une zone quand même assez froide. Les gens aiment bien se réunir, aiment bien tout ce caviller, tout ça. Et ça a fait un tissu qui fait qu'on a gardé nos coopératives, quoi. Cet esprit coopératif, basé sur le respect mutuel, se retrouve chez tous les acteurs de la filière, y compris chez les affineurs qui revendent le comté aux crèmeries et aux grandes surfaces. À Lons-le-Saunier, les fromages fabriqués à Vernier-Fontaine sont transférés dans l'entreprise d'affinage. Pour qu'elles accèdent au titre de comté, les meules doivent d'abord être entreposées dans ces caves pendant 4 mois. Ce n'est qu'à la fin de cette période que leur prix sera fixé. Là, c'est un fromage qui est jeune. Voilà, on ne s'attend pas non plus à avoir un panel gustatif énorme, puisqu'il va encore s'affiner. Mais on peut déjà dire que c'est un fromage de garde. Voilà. Hein. Il va rester longtemps. Il va rester plus longtemps en cave, il va être mis de côté, et puis il va être vendu certainement plus tard. Plus le comté est de bonne qualité, plus le producteur de lait est payé. Un commerce équitable. Plus étonnant encore, les affineurs déclarent aux éleveurs le prix auquel les petites et grandes surfaces achètent leur comté. Cette transparence va à l'encontre du culte du secret propre aux entreprises du secteur. Affineur de père en fille, Véronique Rivoire s'étonne presque qu'on puisse s'en étonner. Alors oui, ça surprend tout le monde. Je sais pourquoi, parce que c'est un système qui est assez juste et puis on en retire tous quelque chose de positif. Hein. Je crois que ce système-là permet de progresser, mais aussi amortit les chutes quand il y a des crises. Elles sont moins violentes sans doute chez nous parce qu'on se parle, parce que on sait quelle est la marge de chacun et que chacun, je pense, a intérêt à ce que les entreprises comme les nôtres résistent face aux groupes laitiers. Et puis donc... je crois que c'est en bonne intelligence. Nous, on n'a rien à perdre à le faire, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Aujourd'hui, le comté est cité comme un modèle de réussite. Il s'exporte partout dans le monde, des États-Unis jusqu'au Japon.
Si les producteurs du Jura ont su résister aux industriels, ils ne dépendent pas non plus d'un aliment qui s'est imposé dans tous les élevages français, le soja. La conversion des éleveurs au soja remonte aux années 50. À cette époque, les Américains matraquaient les fermiers français de publicité à la gloire de cette légumineuse. Ce champ n'a rien de différent ou de remarquable. En fait, il ressemble étrangement au vôtre, à une exception près. Ce fermier cultive la graine de soya. La graine de soya est une source de protéines. La graine de soya est un aliment précieux pour ce fermier et sa famille. En surproduction de soja, les États-Unis cherchaient alors à écouler leur stock. Séduit par cette propagande, l'État français n'a pas vu le piège se profiler. Le foin peut servir de fourrage et les savants découvrent constamment de nouvelles applications pratiques de la graine de soya. 60 ans plus tard, 90% des élevages de volailles, de cochons et de bœufs dépendent du soja importé du continent américain. Le modèle agricole français, bon, c'est un modèle qui est purement et simplement une copie, disons, conforme avec 25 ans de retard du modèle américain. C'est une histoire de fou d'être totalement dépendant pour notre élevage d'apports de dizaines de milliers de tonnes toutes les semaines de soja. Et puis en plus, dans ces cas-là, faut pas faire les chochottes avec les OGM, hein, parce que le soja, il est OGM. Tout le monde demande des OGM sous forme de viande. 80% du soja produit dans le monde, il est OGM. Donc faut pas croire que nous, on n'en a pas. Aujourd'hui, les agriculteurs français paient le prix fort de cette dépendance au soja. Comme la majorité des éleveurs, Pascal Dagneau n'a pas appris à nourrir son troupeau à l'herbe. Ces bêtes ne sortent pas de l'étable. Ce mode d'élevage est le résultat de 60 ans de conditionnement. Économiquement, aujourd'hui, il vaut mieux les garder à l'intérieur que les mettre dehors. Quand elles sont dehors, les vaches elles vont se dépenser davantage. Donc quand elles dépensent de l'énergie, cette énergie-là, elles ne mettent pas dans la production de lait. Ces vaches se nourrissent d'un mélange composé essentiellement de maïs pour les glucides et de soja pour les protéines. Elles produiront ainsi un maximum de lait. Donc ça, c'est du soja. Oui. Non. Donc ça, c'est hyper important pour vous. Oui, c'est pour l'équilibre de la ration. D'accord. Vous sauriez faire sans soja aujourd'hui? Ah, on peut faire, mais après dire qu'on gagnerait quelque chose, ça c'est autre chose. Non. On peut toujours faire. Mais dire qu'on y arrive, voilà. Et aujourd'hui, le problème, c'est que cet aliment, c'est ce qui vous coûte le plus cher. Ouais. Ah ben, la protéine, aujourd'hui, au niveau mondial, que maintenant, c'est des cours mondiaux, et le soja est rendu à plus de 400 € tonne, donc voilà. Et sur 75 000 € d'aliments achetés, il y a à peu près plus de 50 000 € de soja. L'achat de soja représente un tiers des dépenses annuelles de cette ferme. Le moindre soubresaut de son prix mondial peut devenir une catastrophe. Même en Charente, le monde de la finance dicte sa loi. Pour maîtriser les risques, de plus en plus d'éleveurs ont recours à des analystes financiers. On peut regarder déjà, il y a le marché américain qui vient d'ouvrir. Oui, je suis devant là. T'es devant ? À Bourges, cette entreprise a créé un nouveau service payant pour les agriculteurs. Par téléphone, elle les conseille afin de décider du moment idéal pour acheter ou vendre leurs matières premières. Compte tenu de la trituration, elle reste soudue avec 152 KT écrasés la semaine dernière. Indexés sur les marchés financiers, les prix des denrées agricoles fluctuent tous les jours. Antoine Liagre surveille particulièrement le soja dont le cours peut s'affoler en un éclair. Ça va très vite, ça va particulièrement vite sur le soja puisqu'on est sur un marché qui a 3 exportateurs majeurs, l'Argentine, le Brésil et les USA. Ce qui n'est pas beaucoup en fait, c'est ça. Ce qui est très peu. Ouais. Voilà. Donc pour comparaison pour un agriculteur, vous avez 8 pays exportateurs sur le blé qui comptent. Voilà. Donc ça veut dire que le moindre incident a des répercussions majeures sur le prix. Un blocage des cargos au Brésil, une grève des paysans en Argentine ou une baisse du dollar aux États-Unis, tout peut influer, comme ce jour-là, la météo américaine.
Donc on va aller vérifier en fait une fois la semaine ce qui va se passer en termes de température dans le cœur de la corne bête américaine. On a, comme tout le monde, des grands médias qui vont dire tiens, il y a une sécheresse. Ouais, le but, ça va être de dire est-ce que c'est véridique, pas véridique. Et donc nous, le but, c'est de le savoir avant, parce qu'en général, on y arrive au pic de prix ou au point bas de prix au moment où l'information est grand public. En fait, pour reprendre la phrase de Jones qui a créé le Dow Jones, c'est quand mon taximan me dit qu'il va investir en bourse, je vends les actions. Pour garder cette longueur d'avance, l'analyste va même chercher l'information à la source. Dans le nord des États-Unis, le Midwest est la région où pousse 40% du soja mondial. Ces plantations géantes s'étalent sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Elles occupent la moitié de la superficie de la France. Dans ces champs se joue le prix en bourse du soja. Tous les ans, à la fin de l'été, une centaine de céréaliers américains organisent le rendez-vous le plus important de la saison, le Crop Tour, le tour des récoltes. Ces spécialistes vont arpenter les 10 États du Midwest pour connaître avant tout le monde la quantité de soja qui sera récoltée. L'analyste français Antoine Liagre se joint à eux pour la première fois. Aujourd'hui, il va sillonner l'Iowa, le plus gros des États producteurs. On va aller dans le sud sur la route 51. On va commencer à partir de là. Et ensuite, on revient là et on s'arrête là. L'autre moitié, on traverse et on va dans l'Iowa. Le périple va durer 10 heures au pas de course. Avec ses 3 coéquipiers, Antoine doit s'arrêter tous les 50 km pour prendre une série de mesures bien précises. Il se rend au milieu du champ pour évaluer la hauteur des plants, examiner les feuilles, compter les gousses de soja et surtout vérifier l'état des sols. En fait, le plus important pour le soja, c'est le finish de la culture et donc c'est de bien regarder l'humidité. Et là, c'est l'humidité. On voit que c'est pas de l'excès, mais bon, on appuie le pied et il y a de l'eau, quoi. Donc en fait, on est sur un très bon état hydrique du sol. On est à 4. Et là, c'est un des plus beaux champs que j'ai vu en termes de nombre de gousses. On les voit rien qu'à regarder. En fait, on les voit dépasser, quoi. Donc ça, c'est un champ qui a un très bon potentiel. Dans toutes les exploitations, les récoltes en soja s'annoncent très prometteuses cette année. Cette information, les éleveurs français l'attendent avec impatience. Tous les soirs, je leur apporte l'information, c'est-à-dire tous les soirs, je leur fais un résumé de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, de ce que j'ai vu. Tous les soirs, vous envoyez Exactement, un article pour les agriculteurs français. Et là, clairement, depuis donc les 3 rapports que j'ai envoyés, c'est mieux que ce que prévoit l'administration américaine en termes de production agricole. Donc ça veut dire quoi pour un éleveur de laitier, par exemple? Ça veut dire qu'il va pouvoir acheter chez Tourteau moins cher et qu'on a des chances d'aller casser les plus bas psychologiques actuels qui sont à 350 € tonne. Une bonne nouvelle, non? C'est plutôt une bonne nouvelle pour les éleveurs laitiers, c'est une moins bonne nouvelle pour les céréaliers. Contrairement aux Français novices en la matière, les farmers américains sont aguerris depuis longtemps au marché financier. Ce céréalier de l'Indiana participe au tour des récoltes depuis 10 ans. Ça me permet de savoir ce qu'il se passe sur le marché. On peut jeter un œil aux chiffres officiels, mais parfois ça ne donne pas une vision juste. Ici, je peux avoir des données plus fiables avant de mettre en vente ma production. Vous pensez que ça a changé ces 10 dernières années? On doit être plus malin qu'il y a 10 ans, car le marché change tellement de nos jours. Il y a 10 ou 20 ans, quand on avait 20 centimes de variation, on se disait « Oh mon Dieu, c'est énorme !» Maintenant, ça arrive tous les jours.
Il y a plus de volatilité. Oui, plus de volatilité aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a 10 ans. Comme je dis aux autres fermiers, tu dois tirer avantage de cette volatilité. Spéculer est désormais la règle d'or. Après 4 jours de traversée du Midwest, les participants se retrouvent pour annoncer officiellement leurs prévisions de récolte. Plus de 500 agriculteurs américains les ont rejoints, pressés eux aussi de détenir l'information. Cet événement majeur pour le monde agricole est retransmis à la télévision. Parmi ces farmers se sont faufilés des professionnels étrangers qui n'ont aucun lien direct avec l'agriculture. Okay. Put them together. Vous avez des industriels de toutes sortes, hein, des industriels, il y a McDonald's qui est présent, c'est un gros acheteur de céréales, de viande également, vous avez des triturateurs chinois, des triturateurs argentins, des exportateurs brésiliens, l'administration américaine est bien sûr présente, des traders, des brokers, des maisons d'investissement, des fonds de pension. Depuis 7 ans, les investisseurs financiers dictent leurs lois sur la planète agricole. Mais ils préfèrent rester dans l'ombre, car leur spéculation sur le soja participe à la flambée des prix. Nous sommes une société de trading. On a besoin d'informations pour savoir ce qui se passe aux États-Unis. On a aussi un bureau sur place. Je suis basé aux Pays-Bas. Je vis en Hollande. Un seul accepte une interview. Cet analyste financier qui travaille à Wall Street. Si vous étiez venu ici il y a 2 ans, en 2012, nous avions eu une énorme sécheresse. C'était très excitant, ça faisait la une des journaux. Tous les acteurs du monde de la finance ont débarqué car ils voulaient acheter. Que pensez-vous du fait qu'on spécule sur la nourriture? C'est le libéralisme, c'est ce qui mène le monde. À 500 km du Midwest, Chicago est le centre mondial de la spéculation sur les denrées agricoles. C'est ici qu'est fixé le cours du soja. À l'heure de l'ouverture de la bourse des matières premières, les agriculteurs du monde entier ont les yeux rivés sur ce qu'il va se passer derrière cette porte. Mandatés par des fermiers ou des industriels, ces courtiers en veste numérotées vendent et achètent les stocks planétaires de soja. Parmi eux, des traders agissent pour le compte de fonds d'investissement. Depuis que les financiers spéculent sur ce marché, le cours du soja est passé en 10 ans de 210 à 375 € la tonne, soit près du double. Quelles sont les banques françaises qui opèrent à la bourse de Chicago? En février 2013, une ONG a enquêté sur les établissements qui spéculent le plus sur les matières premières. Oxfam est une organisation qui lutte contre la faim dans le monde. On a décidé de s'intéresser à ces activités spéculatives sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, avec en toile de fond l'idée que cette spéculation engendre une forte hausse des prix alimentaires, une forte volatilité des prix alimentaires, et c'est ça qui aujourd'hui constitue les causes fondamentales de la faim dans le monde. Voici le classement d'Oxfam. BNP Paribas arrivait en tête. Venait ensuite Natixis, filiale de la Caisse d'épargne, la Société Générale et le Crédit Agricole. Ce rapport avait provoqué un tollé. Les banques incriminées, à l'exception de la Caisse d'épargne, avaient promis de réduire cette activité. Ont-elles tenu leurs promesses? Contactées une par une, elles ont refusé toute interview. Je partage avec vous toutes les informations qui sont communiquées à Oxfam et on ne donne pas d'autres interviews. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Combien de fonds basés sur le cours du blé ou du soja ces banques continuent-elles de proposer à leurs clients? 2 ans après son premier rapport, l'ONG Oxfam a dressé un nouveau bilan qu'elle nous dévoile en exclusivité.
ce qu'on voit, c'est que la BNP Paribas, aujourd'hui, qui est toujours en tête du classement, 2 ans plus tard, ça n'a pas changé. Ils ont pris des engagements en nous disant on va fermer un certain nombre de fonds, mais au final, ils les ont bien fermés, mais en fait, ils en ont ouvert des qui étaient finalement similaires quelques mois plus tard. Et donc, au final, aujourd'hui, on constate qu'ils ont entre 11 et 12 fonds qui permettent à leurs clients de spéculer toujours aujourd'hui sur les matières premières agricoles, 2 ans après notre première campagne. Sur la Société Générale maintenant, là c'est extrêmement intéressant aussi parce que le montant de ces fonds qui sont proposés par la Société Générale à ses clients a augmenté de 120%. Selon Oxfam, fin 2014, les banques françaises détiendraient toujours 20 fonds indexés sur les matières premières. Une seule banque n'en posséderait plus, le Crédit Agricole. Pour forcer ces établissements à fermer leurs fonds, Oxfam veut que l'État prenne position et légifère. Cet après-midi, l'ONG a décroché un rendez-vous au ministère de l'économie. Leur but, obtenir une interdiction de la spéculation sur les matières premières. C'était l'une des promesses fortes du candidat Hollande. Aujourd'hui, le sujet est devenu embarrassant. Le cabinet du ministre n'a pas souhaité que ce face-à-face soit filmé. À la sortie de la réunion, les membres d'Oxfam sont dépités. On en retient que, clairement, ce gouvernement a renoncé à mettre en œuvre certaines des promesses de campagne du candidat François Hollande, notamment quand il s'agissait de réguler certaines activités spéculatives, et notamment sur les matières premières agricoles, et éventuellement d'interdire ces fonds indiciels particulièrement spéculatifs et nocifs. Aujourd'hui, il n'en est plus du tout question. C'est un manque de volonté politique manifeste, mais aussi un renoncement à mettre en œuvre des engagements qui étaient forts et qui se voulaient exemplaires. En renonçant à encadrer la spéculation sur les denrées agricoles, le gouvernement privilégie les banques au détriment de plus de 200 000 élevages. Tant que les éleveurs dépendent du cours mondial du soja et du maïs pour acheter dans les ports, ils iront mal. Donc, si on veut être durable quand on est éleveur, il faut produire ses propres végétaux, point final. Voilà. Mais c'est un changement d'attitude, mais absolument complet. En France, 4% des producteurs laitiers l'ont déjà compris. Les éleveurs bio. Est-ce la solution ? En Charente, une dizaine d'exploitations nourrissent leurs vaches entièrement à l'herbe. Christophe Hervy est l'un des 3 éleveurs certifiés bio du département. Dans cette prairie riche en trèfle et en multiples graminées, ces vaches trouvent tous les glucides et les protéines dont elles ont besoin. Donc là, je vais ouvrir le fil, là. Oui. Et elles vont venir en courant, sans doute, pour certaines d'entre elles. Parce que c'est comme si on leur offrait un gâteau. À chaque fois, c'est comme à la cantine, les élèves à la cantine, là, quand c'est l'heure du repas, ils font pas la queue. Donc là, leur objectif, c'est de venir les premières manger la meilleure feuille d'herbe. Allez, viens. Venez. Allez. En fait, elles vont manger d'abord le dessus, les feuilles. Hein, c'est-à-dire elles commencent par le dessert, si vous voulez. Et puis, ce soir, elles vont avoir, comme elles vont avoir mangé une partie des feuilles, elles vont commencer à manger les tiges. Enfin, voilà. Mais certaines s'équilibrent elles-mêmes leur ration. Si elles ont mangé trop de feuilles, comme ça va leur gargouiller dans le ventre, elles vont essayer de manger un peu plus de tiges, quoi, pour essayer d'avoir de la fibre. Ce mode d'alimentation permet à Christophe Hervy de ne travailler que 35 heures par semaine, 2 fois moins que les éleveurs intensifs. Le lait bio étant vendu plus cher, son système est plus rentable, même si ses vaches produisent moins. Ça a été difficile d'accepter que les vaches fassent moins de lait. C'était psychologiquement compliqué.
Parce que dans notre milieu, une vache qui fait beaucoup de lait, quelque part, on est un bon paysan, quoi. Et c'est surtout que j'ai qu'à le regarder, quoi. Hein. La nourriture est donnée, le fumier est pendu, voilà, puis elles sont plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc ça, c'est des... Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de le vouloir. Ce lait produit à base d'herbe est-il aussi meilleur pour la santé? Christophe Hervy nous confie 1 litre de sa production pour un test. L'analyse de la quantité d'oméga 3, ces acides gras nécessaires au bon fonctionnement du cerveau et du cœur. Le lait bio est ensuite comparé à un lait conventionnel issu de vaches nourries au maïs et au soja. À gauche, le lait conventionnel. À droite, celui à base d'herbe. Voici le résultat des analyses. La teneur en oméga 3 du premier est de 0,08 g par kilo, 8 fois moins que celle du second. À force de transformer les animaux en machines à produire, les aliments seraient-ils vidés de leur substance? C'est comme l'œuf. L'œuf de la poule, il vous ressort ce que la poule a mangé. Si la poule mange bien dans l'œuf, c'est super bon pour la santé, bourré de vitamines, d'éléments minéraux, etc., etc., tout, quoi. Parce que la poule, elle essaye d'avoir le meilleur pour son poussin. Mais si la poule a été élevée en batterie avec du soja de base, bien shooté, en tous les cas OGM, et du maïs de base, elle pond l'œuf qu'elle peut. Il y a une apparence d'œuf, mais enfin, il n'y a plus grand-chose dedans. Il y a le minimum, voilà. Au nom de la rentabilité, tout est désormais possible. Sous la pression de la grande distribution, les cultivateurs vont jusqu'à s'affranchir des lois de la nature. Cette logique est poussée à l'extrême pour produire le légume le plus consommé, la tomate. Depuis 10 ans, les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France, sont devenues un vaste cimetière de tunnels en plastique. Autrefois, sous ces bâches, poussaient des rangées de tomates en pleine terre. Cette méthode de culture est désormais obsolète. Elle a été remplacée par ces immenses cathédrales en verre qui s'étendent sur plusieurs hectares. Hautes de 6 mètres, ces serres dernier cri abritent plus de 100 000 plants de tomates. Que valent réellement ces fruits ? Il y a 10 ans, du temps du père, la famille Scardigli cultivait des courgettes, des poivrons et des aubergines. Pour rentabiliser leur entreprise, ils ne produisent plus qu'une seule variété de tomates, sous l'impulsion de leurs clients, la grande distribution. Sur l'exploitation, on ne cultive que de la tomate grappe. 6 hectares de tomates grappe. Les fruits sont réguliers, ils ont à peu près tous la même taille. La coloration est homogène, le dernier fruit qui est un poil plus clair, mais qui est la coloration minimale pour la récolte. Pourquoi d'ailleurs il y a besoin de cette homogénéité de couleur et de forme ? Ça fait partie des critères de qualité sur le fruit. Ces tomates clonées sont exigées par les supermarchés qui veulent des rayons tous identiques. Pour amortir leur matériel, les Scardigli produisent ces fruits de janvier à octobre. Ces serres sont donc climatisées hiver comme été pour maintenir les plantes à 22 degrés. Mais la grande mutation des dernières années, c'est la généralisation de la culture hors sol, qui concerne désormais 95% de la production française. Ici, on a une culture hors sol sur laine de roche. C'est-à-dire que les plantes, le support de leurs racines, ça va pas être de la terre, mais ça va être de la laine de roche. Montrez-nous. Donc les racines se développent dans la laine de roche. Tous les éléments minéraux et l'eau qu'on apporte sont apportés par micro-irrigation, par goutte à goutte. D'accord. Voilà. Donc c'est ces tuyaux qu'on voit C'est là. ces petits tuyaux blancs. Voilà. Il y a quoi dedans alors là ? Là-dedans, il y a juste de l'eau et des éléments minéraux.
Tous les éléments qu'elle peut trouver naturellement dans le sol, nous, on lui apporte au plus près d'elle et en fonction de ses besoins. Bon, en termes de nutritifs, la tomate qui va sortir de ces plants seront les mêmes que s'ils étaient cultivés dans la terre? Tout à fait, tout à fait. Que valent réellement ces tomates hors sol? Sont-elles équivalentes à celles cultivées dans la terre? Pour le savoir, il faut les analyser et les comparer aux tomates cultivées à l'ancienne dans le même secteur géographique. Dans la plaine de Crau, ces plantations dans le sol sont devenues l'exception, une marque de fabrique de l'agriculture bio. Pendant des années, Georges Gomis a lui aussi produit de la tomate hors sol. Jusqu'à ce qu'en 2005, une chute des prix lui fasse prendre un autre chemin. J'étais dans une logique industrielle, c'est-à-dire que la qualité, la satisfaction du client, c'était la satisfaction de l'acheteur de la grande surface. Voilà, il était content de ma palette, ça allait quoi. Et quand à un moment on ne gagne plus sa vie, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à équilibrer ses comptes avec ce système, on se dit mais on est où exactement là? On se dit mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Et qui on est exactement? Alors il y a deux possibilités, soit on se pose plus de questions et on se dit tiens, quels sont les moyens pour continuer à faire de la tomate? Eh bien alors on construit, on investit 1 million d'euros dans une grande serre d'1 hectare hyper moderne et on continue dans ce système-là. Ou bien on se dit il y a peut-être d'autres systèmes. Ce maraîcher se convertit alors au bio. Il cultive désormais 150 variétés de légumes qu'il vend directement à un réseau de consommateurs. Tout change. Là aujourd'hui, moi, j'ai le contact avec avec les consommateurs de mes légumes. Donc les gens vont vous dire tout de suite, ça c'est bon, ça c'est moins bon, et on va orienter en fonction de ça. Si on a une tomate qui est un peu molle, à la grande distribution, elle a été refusée. Et nous, je veux dire, les tomates anciennes, elles sont molles, mais elles sont bonnes. Voilà. Les petits poivrons marseillais, c'est quelque chose qui est un peu fragile, qui est très spécifique de cette région. Bon, on va pas en trouver, voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, quoi, avoir le contact avec les consommateurs. Est-ce que ce changement a été bénéfique? Il a été totalement bénéfique. Je suis pas riche, j'ai encore des dettes, mais surtout, on est là, quoi. C'est ça qui est important. Sur ces plans, les échantillons qui seront comparés aux tomates hors sol. Contiennent-ils les mêmes nutriments? Voici le résultat des analyses pour 3 antioxydants naturels. Le lycopène, la vitamine C et les polyphénols. À gauche, la tomate hors sol, à droite, celle en terre. Au total, l'échantillon hors sol contient 2 à 3 fois moins d'antioxydants que celui cultivé dans la terre. Ces légumes industriels qui s'imposent dans tous les supermarchés ont donc perdu une grande partie de leurs bienfaits pour la santé. Le principal syndicat des producteurs de tomates français a-t-il conscience de la pauvreté des produits cultivés hors sol? Son président a-t-il déjà réalisé des tests sur les nutriments? Mais simplement le mode de production, est-ce qu'il garantit les mêmes qualités nutritives que les modes de production d'antan Ça, c'est le grand débat. Nous, on dit qu'il n'y a pas de... Nous, on estime qu'aujourd'hui, que vous soyez en sol ou en hors sol, ça ne va pas changer la qualité nutritive du produit. C'est-à-dire que la même variété, vous la mettez en hors sol et en sol, aujourd'hui, vous ne faites pas la différence. Voilà. Comment ça? Non, vous ne faites pas la différence puisqu'on amène les mêmes éléments nutritifs. Donc la variété va s'exprimer la même chose. Vous trouvez ça par des études que vous ne faites pas la différence? En tout cas, il n'y a pas d'études qui montrent l'écart. Si, justement. Nos études montrent un écart important. On arrive à 3 fois. Par exemple, si on est en lycopène, on est à 2. Laurent Berger va reconnaître que la qualité nutritive des tomates n'est pas une préoccupation de la profession. D'accord. Aujourd'hui, on va pas jusque là.
Mais parce que tout simplement, dans les critères de qualité qu'on a, on n'est pas allé jusque à la richesse nutritive du fruit. C'est des choses auxquelles on réfléchit parce qu'on est aussi à l'écoute de ce que nous demande le consommateur, de ce que veut le consommateur. On a encore des enquêtes de consommation qui sont sorties il y a très peu de temps en nous disant voilà, vous avez un produit qui est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Donc c'est notre rôle que d'essayer d'y répondre. Ces dernières années, les producteurs de tomates auraient-ils sacrifié l'approche nutritive au culte du marketing ? Dans le Vaucluse, Rougeline est l'un des principaux regroupements de cultivateurs. Pour compenser la baisse des ventes depuis 10 ans, Rougeline a imaginé de nouvelles variétés. Leur dernière trouvaille, les tomates qui auraient du goût. La nouveauté de cette année, c'est la tomate grappe gustative. Ça veut dire quoi, grappe gustative? Quelle est la différence avec les tomates c'est une tomate grappe qui est extrêmement gustative, alors qui est très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un peu plus sucrée, un peu plus acidulée. Elle a plus de goût? Je ne sais pas si on peut dire plus de goût parce que c'est très personnel le goût. Simplement, nous effectivement, comme on fait tester nos variétés à des panels de consommateurs, de façon à ce qu'ils notent les variétés et ils puissent nous donner leur avis par rapport à ce produit. Des gustatives, Rougeline en a créé aussi en format cerise, dans leurs écrins dorés. Avant la quête du goût, l'obsession du marketing, c'était la tomate ancienne, disposée sur un lit de paille de bois. Donc celle-ci, par exemple, c'est une marmande. Ça, c'est de la variété ancienne. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle est ancienne? Mais ce sont des variétés qui ont été remises au bout du jour, entre guillemets, depuis quelques années. Et elles, on les met dans du bois? Dans des plateaux bois, oui. Pourquoi? C'est un choix parce que ça fait très naturel. C'est un choix de notre part et c'est un choix du marketing et du service commercial de les mettre en plateau bois. C'est très joli. En réalité, ces produits sont de pâles copies de l'ancien. Ils ont été conçus par des généticiens pour répondre aux besoins des supermarchés. Pour la grande distribution, les critères de choix, de sélection dans les tomates ont été plutôt le transport, la conservation, plus que le goût, pour être très clair. D'où une certaine déception des consommateurs quand ils fréquentent que la grande distribution. Puis tant qu'à faire, puisque les gens ont la nostalgie d'avant, je vais te la faire un peu rider. Comme ça, on aura l'impression de la tomate de grand-père. Mais c'est pas du tout la tomate de grand-père. D'ailleurs, elle a aucun goût. Depuis 50 ans, la tomate est le fruit d'une sélection génétique très poussée. Dans le jargon scientifique, ces inventions de laboratoire sont appelées des hybrides F1. Voici le catalogue officiel qui répertorie les espèces de légumes vendues en supermarché. 98% de ces variétés de tomates sont de type hybride. Que valent ces créations modernes? Sont-elles aussi riches en nutriments que les vraies tomates anciennes qui ne sont presque plus commercialisées en France? À Valence, cette association de vendeurs de semences dénonce les faux-semblants de ces tomates de laboratoire. Depuis 3 ans, ces agriculteurs comparent les hybrides aux variétés paysannes, celles qui n'ont subi aucun croisement. Ils font des tests en plein champ sur 1800 pieds de tomates. C'est la première fois qu'ils communiquent sur leurs études. Éric Marchand a fait analyser les nutriments contenus dans les tomates récoltées. Les résultats ont dépassé toutes ses prévisions. On a eu des surprises puisque les laboratoires d'analyse, la première fois, ont refait 3 fois leurs tests. Ils étaient persuadés de s'être trompés parce qu'ils arrivaient à des chiffres très au-dessus des moyennes habituelles de ce qu'ils mesuraient. Sur des tomates. Tomates, mais aussi poivrons, aubergines, concombres. Ils étaient tellement surpris parce que vous aviez des bons résultats? Oui, parce que, comme on le voit sur le graphique, on a jusqu'à 20 fois plus de nutriments au kilo ou au litre que sur des tomates cultivées en conventionnel. Voici le graphique qui récapitule 3 ans d'analyse.
Sur les 2 premières lignes, les hybrides F1. En dessous, 10 variétés paysannes différentes. Les hybrides contiennent 5 à 12 fois moins de nutriments que les paysannes. Pour Éric Marchand, encore et toujours, un seul responsable, la grande distribution. L'industrie a mis en avant d'autres critères qui correspondent à d'autres objectifs, des transports sur de très longues distances, la conservation dans des chambres froides. Elle a appauvri le légume entre-temps. Eh ben, on n'arrive pas, juste pas à développer tous les aspects, à la fois une peau dure pour que ça résiste à la manipulation, une tomate qui pourrit plus lentement au froid. Tout ça, c'est des éléments qui sont potentiellement incompatibles, du moins c'est ce qui semble apparaître de nos observations, avec le goût, l'aspect nutritif, la capacité à s'adapter au terroir aussi des plantes. Pour boucler cette enquête, un dernier test. Comparer une tomate paysanne à son équivalent hybride cultivé en hors-sol. À gauche, la hybride hors-sol, à droite, la paysanne. Cette fois, les teneurs en lycopène, en vitamine C et en polyphénol sont 4 fois supérieures. Qui est responsable de l'appauvrissement spectaculaire des tomates? Ce sont les grands semenciers. Ces multinationales créent les graines des hybrides en laboratoire et les multiplient à grande échelle pour les imposer aux agriculteurs. Cette industrie est très lucrative. 30 000 € le kilo de semences de tomates. 75% de ce marché est contrôlé par 3 multinationales, le suisse Syngenta, le français Limagrain et l'américain Monsanto. Ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont les agronomes de laboratoire maintenant, et maintenant les agronomes in silico, ceux qui font les semences derrière des ordinateurs, si vous voulez, genre Monsanto et autres. Leur rêve, bien évidemment, c'est de conquérir toujours davantage et de se situer de plus en plus en situation de monopole. Celui qui contrôlera les semences contrôlera en effet, comme un train qui est sur une voie de chemin de fer, l'ensemble de la chaîne alimentaire jusqu'au consommateur final. Aucun de ces 3 géants de la semence n'a accepté de s'exprimer. Tous les 3 ont mandaté leur syndicat interprofessionnel basé à Paris. Rendez-vous est pris avec le groupement des semenciers, en d'autres termes, leurs lobbyistes. Monsanto, Limagrain, Syngenta, je leur ai demandé de m'accueillir et ils m'ont tous orienté vers vous. Comment ça s'explique? Alors, ça s'explique par le fait que, justement, ils préfèrent que ce soit nous qui prenions les coups à leur place. Vous acceptez ce rôle-là? Oui, de temps en temps, quand les arguments qu'on nous oppose sont d'une injustice trop grande, on est des gens normaux, on en souffre, mais... Hybride F1 de type... Comment va-t-il réagir face aux analyses sur la teneur en nutriments des tomates hybrides? Une variété... Comment il est possible qu'on ait des différences? Je sais rien, je suis incompétent. Entre ces deux... Je suis incompétent. J'y peux rien. S'ils vous ont absolument renvoyé à nous, y compris pour des questions sur lesquelles on est totalement incompétent. Ah bon? D'accord. Faut que je leur renvoie la question alors. Oui, absolument. Ah ben je vais le faire alors. Je vais réécrire aux semenciers. Oui. Bon. Les semenciers ne répondront à aucune autre sollicitation. Sous l'impulsion de l'État, puis des industriels, les agriculteurs n'ont cherché pendant 60 ans qu'à produire plus. Dans l'intérêt de tous, il est désormais temps de produire mieux. L'avenir, il est dans une collaboration, collaboration amicale avec la nature. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie, mais l'agroécologie que j'appellerais la science, que je définirais comme la science et l'art de faire gratuitement par la nature ce que nous faisons à coup de moyens industriels de plus en plus ruineux sur le plan de la santé publique, sur le plan économique, sur tous les plans. De toute façon, je vais vous dire, on sera obligé. La planète aura le dernier mot. Il y a urgence de changer. On va changer de politique. C'est pas plus compliqué.